Eh bien, bonjour à tous, bienvenue sur le podcast de Surfing Bitcoin. Comme vous le savez, on revient maintenant tous les dimanches avec un nouvel épisode pour parler d'économie, de Bitcoin, d'éducation financière de manière plus générale. Et aujourd'hui, j'ai l'honneur d'accueillir un invité d'exception, parce qu'il s'agit de Jean-Marc Daniel. Bonjour Jean-Marc, Bonjour. comment ça va? Écoutez, ça va, on fait aller. Eh bien, super. En tout cas, merci d'avoir Je vous en prie. accepté mon invitation. Donc, très rapidement pour vous présenter, et probablement que je vais oublier certaines choses, donc vous n'allez pas m'en vouloir, j'espère. Donc, vous êtes professeur émérite à l'ESCP. Mhm. Vous êtes chroniqueur sur BFM Business depuis plusieurs années. Mhm. Vous animez plusieurs émissions. Et vous êtes plutôt reconnu comme un économiste libéral. Est-ce que c'est comme ça que vous vous présenteriez? Oui, alors économiste et libéral, j'assume pleinement, mais pour moi, Ok. on ne peut être économiste que si on est libéral. Donc, Ah, pour moi, d'accord, ok. Ok. c'est plutôt un pléonasme. Mais enfin, Ouais. effectivement, un certain nombre de gens considèrent qu'il faut préciser. Donc, si on précise, j'accepte le qualificatif. D'accord. Eh bien, en tout cas, encore une fois, merci d'avoir accepté mon invitation. Et j'ai beaucoup de choses à vous dire aujourd'hui. Et notamment, donc le titre de ce podcast qui est volontairement un peu provocateur, c'est pourquoi les économistes se sont presque tous trompés sur Bitcoin. Donc je dis presque parce que je ne sais pas justement quel est votre avis aujourd'hui en 2025. En tout cas, je sais que il y a plusieurs années, pardon, vous étiez un farouche opposant, on peut dire ça comme ça, et on pourra remettre d'ailleurs quelques petits extraits de vos interventions il y a quelques années. Enfin, quand on parle de monnaie, vous savez exactement de quoi vous parlez, Oui. Jean-Marc, et depuis de très longues années. Voilà. Et vous êtes mais catégorique sur le Bitcoin. Vous ne variez pas. C'est une pure escroquerie. Oui, je pense que ce n'est pas une monnaie, que c'est effectivement une escroquerie au sens d'une spéculation qui est une spéculation qui Voilà. et donc ça va monter jusqu'au moment où il y a quelqu'un qui dira écoutez, réalisez que quand vous rentrez dans un commerce, à la différence d'une monnaie, vous n'avez pas la garantie que le commerçant va accepter le Bitcoin pour réaliser votre opération Oui, commerciale. Ça n'a aucune importance, ça. Enfin, il Mais n'accepte pas non plus l'or. Ça n'empêche pas des millions de personnes d'investir. Non, sur mais l'or. l'or est protégé par la tradition. Mais comme le disait au moment où le général de Gaulle se battait avec les États-Unis pour conserver l'or, les Américains lui disaient mais vous réalisez que l'or ça ne se mange pas, que ça ne sert à rien et que ça n'existe que par une convention et que si nous changeons la convention, l'or disparaît en tant que pouvoir monétaire traditionnel. Et donc il a continué à exister justement parce qu'il a cet héritage. Le Bitcoin n'a pas cet héritage et donc le Bitcoin, les gens qui sont en Bitcoin pour l'instant prennent le risque que on leur dise vous avez 10 000 bitcoins, vous n'avez plus rien. Et on voit que aujourd'hui, vous êtes toujours opposant, je peux résumer ainsi, mais il y a une forme de curiosité qui existe. Et donc ma première question, c'est finalement, qu'est-ce qui a changé entre cette opposition farouche et cette curiosité aujourd'hui? Ce serait ma première question. Oui, alors mon opposition farouche reposait sur la prétention de Bitcoin, en tout cas des gens qui avaient créé le Bitcoin, si tant est qu'on puisse savoir qui sont les gens, qui est derrière, de créer une monnaie, puisque le titre c'était crypto-monnaie. Et je Mhm. disais, c'est pas ça une monnaie. Une monnaie, ça sert dans la vie quotidienne, ça sert effectivement, tout le monde connaît les grandes qualifications que l'on donne à la monnaie. Et ça permet des échanges, ça permet de conserver la valeur, ça permet de fixer des prix. Or, ça n'a pas été cela pour une simple et bonne raison, c'est que une monnaie en réalité a besoin d'une sorte de sanctification par l'autorité. Elle est protégée sur le plan juridique. Je me suis promené et je pourrais continuer à le brandir avec le code monétaire et financier en France. Un volume énorme, comme tous les codes, tous les recueils de lois de la France. Et l'article premier, c'est que la monnaie de la France, c'est l'euro. C'est-à-dire que l'euro est protégé, organisé, mis en place dans un cadre juridique qui est un cadre juridique qui est formalisé et que la Banque de France est supposée protéger. Donc cette prétention, pour moi, était tout à fait injustifiée et beaucoup d'économistes disaient effectivement, c'est pas une monnaie. Bon. Après, qu'est-ce qui s'est passé? C'est devenu un actif. Et donc, la question qui se pose, c'est de savoir, en tant qu'outil de conservation de l'épargne, c'est-à-dire en tant que mécanisme, effectivement, de préservation du pouvoir d'achat dans le futur au travers de l'acquisition de Bitcoin, est-ce que ça a marché?
Alors, je ne sais pas si ça a marché, puisque je ne sais pas si dans les extraits que vous allez diffuser, j'avais une expression qui était de dire que c'est un produit d'écornifleur climaticide. Alors, écornifleur, je ne sais pas si vous vous souvenez de l'expression, de ce que signifie ce mot. En français, escroc est un mot relativement récent. Et donc, écornifleur. Un écornifleur, c'est donc au XVIIe, XVIIIe siècle. Alors, c'est moins violent qu'escroc. C'est pour ça que j'utilisais plutôt écornifleur. L'écornifleur, c'est quelqu'un d'assez rusé qui réussit effectivement. Un peu fourbe. Un peu fourbe, exactement. C'est le fourbe du domaine financier. Et climaticide, c'était le problème effectivement du minage et alors ce qui est intéressant, c'est qu'effectivement avec le temps, finalement, le Bitcoin et les crypto-actifs se sont rapprochés de leur vocabulaire, puisque leur vocabulaire était fondé sur l'or. On mine. Et donc, finalement, c'est devenu non plus des écornufleurs climaticides. Je ne sais pas ce qu'il en est sur le climat, il y a tout un débat, mais c'est plus proche de la promesse alchimiste. On va fabriquer un produit qui est un produit, effectivement, qui est un produit qui va préserver la valeur. Et parce que l'or que fabriquait l'alchimiste, il avait besoin, pour être véritablement utilisé, de devenir des pièces que l'État allait reconnaître. Donc, c'était une sorte de concrétisation du projet alchimiste. Et donc, après tout, je dis, à partir du moment où, en 1971, les États ont décidé de devenir eux-mêmes alchimistes, que d'autres se lancent dans l'aventure, pourquoi pas ? Et ça, de toute façon, on va revenir sur cette date, évidemment, du 15 août 1971, mais un petit peu plus tard dans ce podcast. C'est en tout cas dans ce contexte-là que vous aviez accepté mon invitation l'année dernière à Surfing Bitcoin Biarritz. Et vous étiez, si je ne dis pas de bêtises, en face d'Yves Chouet-Fati. Absolument. Voilà. Et d'ailleurs, je vais remettre la vidéo de cet échange qui était passionnant. Et d'ailleurs, pour la petite histoire et pour ceux qui n'étaient pas présents à Surfing Bitcoin donc l'année dernière, alors je ne sais même plus qui a créé en fait un collier Bitcoin. Et donc cette personne m'avait demandé de vous l'offrir, ce que j'ai fait. Et ensuite, vous étiez donc l'heureux porteur de ce collier. Et je me rappelle, dans le casino, vous déambuliez avec ce collier. Tout à fait. Et d'ailleurs, je suis quand même assez curieux de savoir pourquoi est-ce que finalement vous avez accepté et quel est d'ailleurs votre souvenir d'ailleurs de votre expérience à Surfing Bitcoin l'année dernière. Qu'est-ce que vous en avez retenu, tiens, oui, qu'est-ce que j'en ai retenu ? Ouais. J'en ai retenu trois choses. À part ce collier. Oui, ce collier. J'en ai reconnu trois choses. La première chose, effectivement, c'était l'appétence intellectuelle du public. Les gens qui étaient là sont présentés assez souvent. Il y a des mystères derrière le Bitcoin. Le créateur n'est pas connu, tout ça. Et donc, on pourrait penser qu'il y a quelque chose un peu de religieux et de sectaire. C'est-à-dire, on adhère à ça par des mouvements qui ne sont pas rationnels, par une espèce de... Il y a le Saint-Esprit qui est arrivé là-dessus, et puis c'est le côté alchimiste, mais dans la forme la plus aboutie de l'alchimie, c'est-à-dire l'alchimie en tant que c'est Paracels. Et donc pas du tout. Les gens qui étaient là étaient des gens qui effectivement avaient fait des raisonnements, des réflexions, et des gens qui étaient attachés à une forme de liberté. C'est-à-dire dans le projet initial du Bitcoin tel que je le pressens, c'est le fait d'essayer d'échapper à une forme de bureaucratie technocratique qui est celle qui a été mise en place par les banques centrales. Donc il y avait cet attachement à la liberté qui était assez sympathique. La deuxième chose, c'est que j'avais été frappé par le fait que, effectivement, les gens finalement en attendaient surtout un rendement de placement. C'est-à-dire qu'ils avaient la conviction, par-delà l'aspect, on a réfléchi, on est libre, on échappe à la banque centrale, on échappe à l'inflation plus ou moins déguisée que mettent en place les banques centrales. Il y a cette idée que finalement c'est un placement qui va rapporter. C'est-à-dire, les grandes conversations, c'était 100 000 $ pour un bitcoin, et puis est-ce qu'on va atteindre les 200 000, et puis est-ce qu'on va atteindre les 500 000 et donc, à titre personnel, j'avais d'ailleurs à l'époque dit, mais écoutez, non, il y a un moment où le truc va se dégonfler, parce qu'il n'y a rien derrière. Vous ne pouvez vendre un bitcoin 100 000 $ que s'il y a quelqu'un qui l'achète, et celui qui l'achète, c'est parce qu'il est convaincu qu'il vaudra 120 000 $. Le moment où celui qui achète à 120 000 $ se dit non mais là ça va pas, à ce moment-là il arrête d'acheter, à ce moment-là il y a une espèce d'effondrement naturel comme dans toute opération où il y a une espèce d'emballement plus ou moins spéculatif. Et donc il y avait un côté placement et une sorte de foi
foi en le fait que ça ne pouvait pas s'effondrer. Ce mécanisme où les gens allaient dire mais non, ça ne peut pas s'effondrer, ça ne va pas, ça ne peut pas s'effondrer. Cette idée que ça ne va pas s'effondrer parce que ça ne peut pas s'effondrer m'avait marqué. Et puis la troisième chose, c'est que effectivement, il y avait eu une intervention de Charles Gaff avant moi, donc que j'avais écouté. Et Charles Gaff ne s'était pas positionné sur le Bitcoin, il s'était positionné sur le fait que tout le reste était plus ou moins vérolé, que toutes les autres formes de placement étaient vérolées, que le succès du Bitcoin n'était pas une véritable force du Bitcoin, mais la preuve de la faiblesse du reste du système économique et financier, que les obligations d'État, vu l'état des dettes publiques, étaient une véritable menace, ne pouvaient pas être considérées comme un actif sûr, alors que pendant très longtemps, on a considéré que la dette publique était un actif sûr, et les perspectives de croissance économique étaient des perspectives qui faisaient que même les actions ne pouvaient pas être considérées comme étant, là aussi, un placement de moyen terme relativement sûr. Alors lui, il disait, il faut voir, il faut réfléchir l'or, et puis il disait, finalement, la croissance économique, c'est de l'énergie, c'est le pétrole, donc il faut acheter du pétrole et du charbon. Donc, bon, ça, c'était son point de vue. Mais ce que je trouvais intéressant, c'était cette idée que la force du Bitcoin, c'est aussi la déroute des autres mécanismes monétaires et financiers. Et donc, pour conclure, je pense que c'est une des enjeux du Bitcoin, c'est de persuader tous les gens qui gèrent le système monétaire et financier qu'ils ont quand même accumulé les erreurs, les bévues, les mensonges, et qu'il faut qu'ils corrigent leur comportement, c'est-à-dire grosso modo que les banques centrales se remettent en question et se posent la question de leur utilité. D'ailleurs, il n'y a qu'à voir dans l'actualité, elles sont de plus en plus contestées, et le succès de l'administration Trump qui consiste à dire mais je vais remettre de l'ordre, je vais remettre ces gens au pas, et il n'est pas le seul, hein, au Brésil aussi. Lula vient cette année, donc en 2025, a lancé une vaste offensive contre le banquier central alors qu'il l'a nommé l'année dernière. Et alors, je ne parle pas de la Russie où aussi le banquier central est supposé s'aligner. Donc, ce que j'avais retenu, c'est l'idée que finalement, c'était moins le succès du Bitcoin qui était important à mes yeux que l'échec du système qui était en train d'être contesté par le Bitcoin. Ok, on peut voir le verre à moitié vide ou à moitié plein. Oui. De toute façon, l'essentiel, c'est déjà, et c'est pour ça que j'ai beaucoup apprécié le fait que vous ayez accepté mon invitation, parce que ça a prouvé que vous étiez quelqu'un d'ouvert, ouvert dans la discussion, dans le débat, ce qui n'était pas forcément le cas d'autres économistes que je ne citerai pas. Si ça peut vous rassurer, Oui. vous inquiéter, Oui. peu de temps auparavant, j'étais allé à l'Institut La Boétie, Ok. qui est le think tank de la France insoumise. Donc, Ah oui, je, ok. suis, je suis assez ouvert à l'idée de Ok, débattre. je suis presque vexé de ce que vous Je venez de suis assez dire. ouvert à l'idée de débattre. Alors, je ne vais pas dans les endroits où il y a dans les endroits sectaires. Je parlais, c'est pas de secte, c'est dans les endroits où il y a effectivement des gens qui sont illuminés, habités, à qui Dieu parle toutes les semaines, etc. Non, j'y vais pas. Mais dans des gens qui ont des opinions structurées que je ne partage pas, mais dont je considère qu'elles ont effectivement un certain fondement à la fois théorique et pratique, j'y vais volontiers. Bon, en tout cas, encore une fois, merci. Donc, dans ce premier épisode ensemble, parce qu'il y aura 2 épisodes avec Jean-Marc Daniel, donc dans ce premier épisode, justement, on va revenir sur les pensées économiques. Alors, sans être trop technique ou trop, trop long, moi, j'aimerais revenir évidemment sur quelque chose que vous devez connaître, évidemment. Ce sont des économistes comme Milton Friedman, comme Hayek, qui a parlé de la concurrence des monnaies. Qui, quelque part, dans son bouquin, alors je ne sais pas si vous l'avez lu, La concurrence des monnaies d'Hayek, j'imagine que oui, et quelque part, dans ce bouquin, il décrit parfaitement Bitcoin. Voilà. Et on voit depuis la création du Bitcoin, depuis son lancement, que globalement, le consensus des économistes est plutôt, comme le vôtre, plutôt farouchement opposé. Et moi, en fait, c'est presque une question naïve que j'ai en tant que personne plus jeune que vous, qui a aussi fait des études d'économie. Donc, j'ai pas fait le SCP, donc j'ai pas eu la chance de vous avoir en tant que prof. Mais déjà, en fait, j'ai l'impression, moi, donc j'ai fait une autre école de commerce qui s'appelle l'ESG, bon, peu importe. Et à cette époque-là, mon prof d'économie, dont j'ai oublié le nom d'ailleurs, il nous présentait principalement la vision keynésienne. Et je ne sais pas si vous voyez là où je veux en venir, c'est que souvent, j'ai l'impression que, alors je ne sais pas si c'est comme ça en France ou dans d'autres pays ou ailleurs, mais qu'on a un prisme quand même sur
la vision de Keynes, c'est la vision absolue et que d'autres visions économiques, typiquement celle d'Hayek, moi je sais qu'à l'école, on ne m'a pas appris Hayek, c'est après en grandissant que je me suis renseigné et que j'ai creusé justement l'école autrichienne, etc. Et j'aimerais du coup directement vous attaquer là-dessus, si je peux me permettre l'expression. Euh, Ce côté keynésien qui est très fort dans la pensée économique actuelle, en tout cas c'est ma vision et peut-être que je me trompe, et de dire que finalement depuis la création du Bitcoin, donc il y avait énormément d'économistes, donc plutôt keynésiens qui étaient plutôt archi contre, et qu'aujourd'hui, pour différentes raisons que vous avez commencé à citer, on sent que le Bitcoin s'institutionnalise, notamment dans un angle de réserve de valeur et de préservation, en tout cas de protection contre la perte du pouvoir d'achat, et ça on y reviendra. Mais quel est votre sentiment là-dessus, sur ce que je viens de dire, sur cet aspect voilà, du keynésianisme à outrance vis-à-vis finalement de l'école autrichienne et de la pensée de la concurrence des monnaies d'Hayek. Alors il y a eu beaucoup de questions dans ce que oui. Non, mais je vais répondre de façon séquentielle à chacune des questions que vous avez abordées. Donc sur la domination keynésienne, c'est une domination qui est assez traditionnellement française, parce que Keynes, tout en critiquant abondamment le Parti travailliste et en disant que de toute façon les travaillistes c'était des ouvriers et que s'ils n'étaient pas devenus cadres c'était pas par hasard. Donc il avait une vision assez méprisante en réalité des travaillistes et donc mais Keynes est devenu le penseur de la gauche, c'est-à-dire concrètement la gauche non communiste était obligée d'avoir un programme, une réponse aux attentes des populations, et les attentes des populations c'était à partir des années 30, la perspective de pouvoir avoir un emploi. C'est-à-dire que la grande angoisse, c'était que le capitalisme pouvait générer des niveaux de chômage absolument monstrueux, et que ces niveaux de chômage pouvaient générer soit une adhésion au fascisme, soit une adhésion au communisme. Et à partir des années 50, il était évident que c'était une adhésion au communisme, et à partir de ce moment-là, il fallait que la gauche, en rivalité avec une autre composante de la gauche, donc la gauche de gouvernement, la gauche social-démocrate, adopte un programme. Donc elle a adopté le programme de Keynes, et quand on regarde autour de Kennedy, qui est dans les années 60, il y a une équipe de jeunes économistes qui disent on a le moyen de garantir à la population le plein emploi sans inflation. Et en France, moi, je suis plus âgé que vous, effectivement. Donc, moi, j'ai connu Giscard d'Estaing, ministre de l'économie, au moment du choc pétrolier. Je me souviens très bien. Il présente ses vœux, on est en 1974. Et un journaliste lui dit, vous avez parlé, annoncé que l'année 74 serait une belle année et tout ça, mais il vient d'y avoir le choc pétrolier, qu'est-ce qui va se passer? Et Giscard dit, écoutez, on maîtrise la situation, et il explique que grâce à la politique budgétaire, eh bien, l'État sera en capacité de permettre à la population de ne subir ni le chômage ni l'inflation. Il dit, s'il y a de l'inflation, on augmentera les impôts, s'il y a du chômage, on augmentera la dépense publique. Et à partir de ce moment-là, grâce à un réglage fin, un fine-tuning, on n'aura effectivement ni chômage ni inflation. Et puis, 3-4 ans après, on avait la stagflation, c'est-à-dire et le chômage et l'inflation. Alors, il y a un certain nombre de pays qui ont essayé de se poser des questions, de réfléchir aux conséquences de tout ça. En France, on est resté sur l'état d'esprit que, avec le budget, en augmentant les dépenses, on arriverait à lutter contre le chômage, en ciblant bien les hausses d'impôts, on arriverait à contenir l'inflation. On a refait une relance en 81, et puis chaque fois que effectivement les gouvernements ont dû affronter des crises, ils ont fait de la relance. Sarkozy avait créé un ministre de la relance. On n'est plus en 74, là on est en 2008-2009. Il y a un ministre de la relance, et quant à Emmanuel Macron, c'est le quoi qu'il en coûte. Et donc, simplement, ils ont rajouté au déficit budgétaire l'idée qu'il fallait que ce déficit budgétaire soit financé par la planche à billets. C'est le bazooka monétaire. Donc c'est même une forme de socialisme de droite, parce que là on a cité Sarkozy, etc., qui étaient censés être des gens libéraux, en tout cas, et de droite. En tout cas. De droite. Et ils sont totalement convaincus, enfin ils ont autour d'eux un aréopage de conseillers, sont convaincus que le théorème de Giscard est toujours pertinent. C'est-à-dire, j'augmente la dépense et ça va me permettre d'éviter le chômage.
j'augmente les impôts et ça va me permettre de contenir la demande et donc d'éviter l'inflation. Tous les pays n'en sont pas là. C'est-à-dire que un certain nombre de pays ont repensé tout ça. Une des conséquences de ça, c'est qu'on est un des derniers pays à avoir conservé un état d'esprit très protectionniste qui nous met en porte-à-faux vis-à-vis de nos partenaires européens. Mais progressivement, du fait qu'on est membre de la zone euro, du fait qu'on est en tension avec un certain nombre de gens qui nous disent mais la politique budgétaire, ça marche pas. Le bazooka monétaire, ça marche pas. Il y a eu quand même, pour moi, une espèce de prise de conscience en France le jour où le gouverneur de la Banque centrale, François Villeroy de Galhau, en pleine période de la Covid, a fini par dire mais écoutez, c'est pas en augmentant la quantité de monnaie en circulation qu'on va trouver le vaccin contre le virus. Il y a un moment où tous les problèmes ne se résument pas à plus de dépenses, plus d'impôts. Il y a un moment où les problèmes, y compris économiques, supposent un peu plus de subtilité. Alors après, est-ce que dans cette période où effectivement on a fait de la politique monétaire en réalité un moyen de financer l'expansion budgétaire, c'est-à-dire la politique monétaire a été utilisée pour, avec des taux d'intérêt qu'on a ramenés à des périodes artificiellement bas, avec des périodes où on a racheté abondamment de la dette publique. Est-ce que la politique monétaire pourrait être revue à l'image de la création de monnaie concurrente? Est-ce qu'on pourrait s'interroger sur... J'allais vous relancer sur Hayek. Voilà. Est-ce qu'on pourrait s'interroger sur le fait que la politique monétaire, dans une société qui est une société qui se veut de marché libéral et concurrentiel, est-ce qu'on peut considérer normal que la politique monétaire soit assise sur un monopole, qui est celui de la Banque centrale? Alors, je pense que, en fait, la concurrence des monnaies, pour qu'il y ait une vraie concurrence, il faudrait qu'il y ait une homogénéité des produits. Or, quand vous créez des monnaies, c'est très difficile d'avoir une véritable homogénéité. On l'a vu d'ailleurs quand, aux États-Unis, au 19e siècle, les banques centrales n'ont pas toujours eu le même rôle qu'aujourd'hui. Et donc, au 19e siècle, c'était surtout le banquier de l'État et c'était surtout le banquier qui était là pour acheter ou racheter, mais surtout acheter, même en direct, la dette publique. Et quand le président Jackson décide de supprimer la Banque centrale en disant s'il n'y a plus personne pour acheter la dette publique, il n'y aura plus de dette publique, il a abandonné les systèmes monétaires et financiers à une certaine forme de concurrence. Et cette concurrence, comme toutes les formes de concurrence, finissait par déboucher sur des faillites. Dans une société concurrentielle, il y a des gens qui disparaissent et puis il y a des gens qui émergent. Et la faillite d'un producteur de monnaie, entre guillemets, ça ruine beaucoup de monde. C'est-à-dire que le créancier du banquier, c'est le client du banquier. C'est une situation un peu paradoxale. Donc je pense qu'une protection juridique, une organisation autour du Code monétaire et financier, article 1er, la monnaie de la France et l'euro, est nécessaire. Mais il faut à ce moment-là que la Banque centrale, qui est ce monopole, soit extrêmement encadrée. Et donc, ce qui m'inquiète dans la situation actuelle, c'est qu'on a donné l'indépendance aux banques centrales, mais on n'arrive pas à savoir si elles l'ont toujours, parce qu'elles ont montré... C'est une hypocrisie pour moi, mais... Voilà, exactement, je suis assez d'accord. Elles se sont soumises au... Et à partir de là, leur mission n'est plus très claire. Je ne dis pas que la mission doit éternellement être figée dans le marbre et tout ça. Encore une fois, la Banque centrale du début du 19e siècle, elle achetait la dette publique. La Banque centrale du 20e siècle, elle luttait contre l'inflation. La Banque centrale du 21e siècle, est-ce qu'elle est là pour racheter la dette publique? Est-ce qu'elle est là pour... Avec le fameux quantitative easing. Est-ce qu'elle est là pour garantir au système financier que de toute façon... ce sera too big to fail si une banque atteint un certain niveau, comme les clients et les créanciers sont les mêmes personnes. Est-ce que pour éviter qu'il y ait un drame des clients, on préservera la dimension créancière? Donc il y a une vraie réflexion à avoir sur les banques centrales, mais l'idée de faire des monnaies en concurrence ne me séduit pas. Ok, j'entends. Donc pour résumer votre propos, donc vous êtes pour le monopole monétaire, oui. Donc pour les banques centrales. Mais ce que vous nous dites, c'est qu'il faut qu'il y ait un encadrement qui soit extrêmement strict et surtout qui soit appliqué. Absolument. Il faut qu'il y ait des sanctions au refus de la Banque centrale d'appliquer ses statuts. Et donc, c'est donc là qu'il faut qu'il y ait trouver un équilibre assez
assez difficile à trouver, parce qu'après, on peut accuser celui qui va apporter la sanction, en fait, de tordre l'évaluation de l'action de la Banque centrale. Mais je prends le cas de la Réserve fédérale des États-Unis. La Réserve fédérale des États-Unis, tout le monde dit, elle a deux missions qui sont lutter contre l'inflation, garantir le plein emploi. Alors c'est faux, parce qu'elle a une troisième mission, et Paul Samuelson, qui était un grand économiste keynésien, quand a été publié le statut de la Banque centrale américaine en 1978, il a dit, en fait, c'est le troisième élément qui est important. Ce troisième élément, c'est garantir un niveau de taux d'intérêt qui soit compatible avec la croissance potentielle. Et donc, c'est sur quoi s'appuie en ce moment l'administration Trump dans son combat contre Jérôme Powell, en disant il ne donne pas un niveau de taux d'intérêt qui soit compatible avec la croissance potentielle. Et l'autre répond je donne un niveau de taux d'intérêt compatible avec la situation d'inflation. Et donc, on est effectivement dans une situation où l'indépendance de la Banque centrale n'a de sens que si sa mission est claire. Et là, on voit bien que sa mission n'est pas claire. On ne sait pas si elle est là pour les taux d'intérêt compatibles avec la croissance potentielle ou des taux d'intérêt conformes à l'évolution de la situation d'inflation. Et donc, à partir de ce moment-là, il faut avoir un statut clair de ce qu'est la Banque centrale. Ok, c'est extrêmement clair. Et pour revenir sur Hayek, donc moi j'entends que l'argument principal, en tout cas que j'ai entendu à l'instant, c'est qu'il faut une homogénéité de ces monnaies et que selon vous, cette homogénéité n'est pas possible. En gros. Absolument. Si vous voulez, moi je suis alors donc dans la description que l'on fait en général de mes écrits, il y a toujours à un moment donné un texte que je sors de Ricardo. Je dis voilà, celui qui a tout pensé, c'est David Ricardo. Donc David Ricardo, je rappelle, c'est un économiste du début du 19e siècle, un économiste anglais, qui est l'archétype de l'économiste classique. Et donc, dans le tout début de son livre, de ses principes, il se pose la question de savoir est-ce que l'enjeu monétaire est déterminant ou est-ce que c'est un autre enjeu qui est déterminant pour comprendre l'économie. Et il dit en fait, ce qui est déterminant, c'est la façon dont on utilise le travail, parce que ce qui est important, c'est de créer de la richesse, et ce qui va créer de la richesse, c'est le travail humain. C'est d'ailleurs pour ça qu'à l'époque, on a parlé de ponocratie, c'est-à-dire que ponos en grec, c'est le travail libre. Et donc, on a dit, les économistes du XVIIIe siècle se définissaient comme physiocrates, c'est-à-dire c'est la nature qui organise la vie et c'est la nature qui va déterminer le niveau de richesse. Eh bien, nous, au XIXe siècle, on pense que c'est le travail. Et Ricardo explique bien que, en fait, sur le plan monétaire, il y a une sorte de produit naturel qui s'est imposé, qui est l'or. Et la question qui se pose, c'est est-ce qu'il remplit la mission qu'on attend de la monnaie, c'est-à-dire grosso modo la stabilité des prix et, pour reprendre le statut de la Banque centrale américaine, la capacité à générer de la croissance économique et à atteindre le plein emploi. Et il dit, écoutez, oui. Et alors, il a un raisonnement qui est un raisonnement en disant, est-ce qu'on va en manquer ? Puisque se soumettre à l'or, c'est se soumettre à quelque chose c'est un retour à la nature, à la physiocratie. Et il dit, on n'en manquera pas parce que au fur et à mesure qu'il va y avoir de la croissance économique, il va y avoir du progrès technique. Et ce progrès technique va permettre d'améliorer le rendement des mines. Et donc, au fur et à mesure qu'il y aura du progrès technique, il y aura de la croissance économique et de la croissance monétaire. Et encore une fois, ce raisonnement a été plus ou moins entériné par le monde économique, puisque même les gens du Bitcoin se définissent par rapport à la mine d'or. C'est-à-dire on aura une quantité de monnaie. Et aussi, ce que dit bien Ricardo, c'est que étant donné ce qu'est la Terre, de toute façon, il y a une quantité d'or fixe. C'est-à-dire, la nature nous a donné une certaine quantité d'or. On rejoint là aussi du Bitcoin, où il y aura une quantité fixe de Bitcoin, et le mineur va avoir de plus en plus de mal, parce qu'il va falloir aller chercher, comme le mineur de Ricardo, qui est, bon, le rendement de la mine s'améliore grâce au progrès technique, mais la mine est de plus en plus profonde, etc. Et donc ça, je pense que... et alors le deuxième personnage que je cite assez souvent, c'est la célèbre conférence de presse du général de Gaulle de 1965, quand il mène une espèce de combat contre
l'hégémonie américaine et il réclame. Ou c'est là où il redemande son or ou pas? Voilà, il redemande son or. Il redemande de l'or Voilà. et les Américains répondent, écoutez, l'or ça rapporte rien, c'est 35 $ l'once. En revanche, on va vous donner des bons du trésor américain. Il dit, je m'en fous. Et des bons du trésor, il y a un intérêt, donc ça vous rapporte de l'argent. Il dit, je m'en fous. Ah, Effectivement, c'est pas ça que je veux. Ouais. Il dit, votre monnaie, c'est de la monnaie de singe, le truc n'a aucune valeur, et vous me donnez des choses en plus, mais qui n'ont aucune valeur. La seule chose qui a de la valeur, c'est l'or. Et il dit, l'or, c'est ce que l'humanité a reconnu. Et donc, une des raisons pour lesquelles je considère qu'effectivement, il y a une sorte de nécessité à se référer à l'or, c'est que l'or a un passé. Et qui n'est pas un passif. Il a un passé qui est un passé qui est une référence qui est mondiale. Hein. Ok. Alors, avant de revenir sur la comparaison Bitcoin-or qu'on a commencé à entreapercevoir avec ce que vous venez de dire, moi, en tout cas, en résumé, je comprends que la concurrence des monnaies, ça vous semble hasardeux ou en tout cas difficilement applicable. La vision d'Hayek, justement, dans son bouquin La concurrence des monnaies, justement, à mon sens et au sens de beaucoup de bitcoiners, quelque part a écrit la vision dogmatique du Bitcoin, en gros. J'entends que vous n'êtes pas d'accord avec ça. Néanmoins, est-ce qu'on peut dire que aujourd'hui, en tout cas de votre bouche, et ça c'est ce que j'ai envie d'entendre, que Bitcoin a réussi à prouver quelque chose en 15 ans? Et après, on va aller sur l'or. Hein. Mais selon vous, est-ce que c'est, je sais pas moi, le fait que ce soit décentralisé, le fait que l'État, finalement, n'ait aucun pouvoir, qu'est-ce qui est le plus marquant avant d'aller sur la comparaison de l'or? Alors, si vous voulez, par rapport encore une fois, au système monétaire tel qu'il est, maintenant l'or est censé avoir disparu. La création de monnaie repose essentiellement, exclusivement, normalement, sur l'activité des banques commerciales. C'est-à-dire que c'est ce qu'on apprend, je ne sais pas comment le disait votre professeur d'économie, mais enfin, on apprend ça avec une formule en anglais, parce que si on fait de l'économie, on fait de l'anglais. Donc, c'est loans make deposits. Complètement, loans make deposits. C'est exactement comme ça qu'il disait. C'est la formule clé. C'est la formule clé, c'est parce qu'on prête qu'effectivement, il y a des dépôts. Et donc, le véritable enjeu, c'est effectivement la qualité des prêts. C'est-à-dire que tout le fondement qu'il y a, alors déjà au 19e siècle, dans les gens qui suivent Ricardo avec la loi de 1844, il y a cette idée qu'effectivement, il doit y avoir une assise qui est la quantité d'or, qui va être la base monétaire. Et puis, on peut avoir une création monétaire qui, par le crédit, va lever cette angoisse autour de est-ce qu'on va ou non manquer de monnaie. Grosso modo, la grande thèse des gens qui organisaient le système monétaire dans lequel nous vivons, c'est que à chaque fois que l'on crée de la monnaie par un prêt, comme on confie effectivement au travers de ce prêt la mission de créer de la richesse à quelqu'un, effectivement, on va avoir simultanément une augmentation de la quantité de monnaie et une augmentation de la richesse. Donc, il n'y aura pas d'inflation ni de déflation puisque la création de richesse aura été permise par un prêt, c'est-à-dire par de la création de monnaie. Alors ça, c'est en théorie. Hein. Ça, c'est en théorie. Okay. Voilà. Le problème, à mon avis, c'est que effectivement, dans ce système, il y a 3 faiblesses. La première faiblesse, c'est qu'on s'est mis à prêter à des gens qui ne créent pas de richesse. Et je pense essentiellement aux États. Et donc, Ricardo était pour l'équilibre budgétaire. Moi, tout le monde me dit, mais quel est l'alpha et l'oméga de votre pensée? Quelle est la chose qui... Je dis, l'essentiel, c'est l'équilibre budgétaire. Dans ma vie personnelle, je suis fonctionnaire au départ, et donc quand j'étais à l'INSEE, le directeur général de l'INSEE, qui était Malin Vaught, qui était un grand économiste, qui est un peu oublié maintenant, il m'avait demandé qu'est-ce que vous voulez faire maintenant. J'ai dit, écoutez, si je peux aller à la direction du budget. Il me dit, pourquoi la direction du budget? J'ai dit, parce que la direction du budget se donne comme mission d'équilibrer les comptes publics. Pour moi, un économiste doit tout faire pour équilibrer les comptes publics. Je dois avouer que, à titre personnel, bon, je n'étais pas le seul responsable, mais ma vie aurait été de ce côté-là un échec total. C'est vrai que vous avez été une très très frustré dans votre vie. Oui, absolument. Vis-à-vis des comptes. Donc, le premier élément du système, c'était effectivement le système ne peut fonctionner que si ce système de création de monnaie est assis sur l'idée de créer de la richesse et donc sur l'équilibre des comptes publics. La deuxième chose, c'est effectivement la sanction à l'erreur. C'est-à-dire comment est-ce qu'on
sanctionne l'erreur. C'est-à-dire, est-ce qu'on sanctionne l'erreur par la disparition brutale du banquier qui s'est trompé? Est-ce qu'on sanctionne l'erreur par l'acceptation d'un certain taux d'erreur, c'est-à-dire en fait d'un certain taux d'inflation? Est-ce qu'on considère que finalement, le banquier qui crée de la monnaie et qui se trompe va mettre en circulation de la monnaie sans créer de la richesse en regard? Donc ça va créer de l'inflation. Donc est-ce qu'on accepte un certain niveau d'inflation? Et est-ce qu'il y a une forme de régulation? Et donc, là aussi, le véritable problème, c'est de définir quel est le droit à l'erreur qu'on donne au banquier. Une fois que le banquier s'est trompé, too big, too fail, qui on sauve, qui on tue? Est-ce que la Banque centrale a des règles précises pour sauver ou pour tuer? Est-ce que la Banque centrale doit annoncer d'emblée, systématiquement, qu'il y a des types de prêts qu'elle ne cautionnera pas? Donc, le système n'a pas défini véritablement son mode de rapport par rapport à l'erreur. Et la troisième faiblesse de ce système, c'est que effectivement, à partir du moment où vous avez un monopole, si lui-même fait des erreurs, il n'y a pas de correction. Ce monopole n'a pas de correction. Et quelque part, du coup, et je repose ma question, qu'est-ce que Bitcoin a prouvé en 15 ans? Et justement, je réagis, je rebondis par rapport à ce que vous venez de dire. Est-ce que ce ne serait pas justement ça, le fait, quelque part, d'une forme, même si, oui, on va revenir aussi sur cette question, Bitcoin n'est pas forcément une monnaie, mais d'apporter une forme de concurrence, en tout cas une alternative? Alors, le problème qu'a apporté c'est ça. Bitcoin... En gros, le côté décentralisé, le côté où c'est pas l'État qui... Pour moi, ce qui faisait que je parlais des cornifleurs, c'est-à-dire l'idée que derrière Bitcoin, au départ, il y avait plutôt la volonté de revenir à quelque chose qui échappe justement à l'erreur de la Banque centrale. Complètement. Je savais que c'est là où vous voulez aller. Et donc ça, j'étais plutôt au départ assez séduit par cette idée. C'est-à-dire que est-ce qu'on peut... Alors, encore une fois, est-ce qu'on peut dire aux banques centrales, vous voyez bien qu'il y a des gens qui contestent votre pouvoir, c'est-à-dire que votre légitimité est en train d'être ébranlée, et non seulement elle est ébranlée non pas par quelques articles scientifiques dans des revues que personne ne lit, elle est ébranlée par un système qui se met en place et qui connaît un certain succès, qui rencontre un certain écho. Là où ça a dégénéré pour moi, c'est que c'est devenu effectivement non plus un moyen de contester la Banque centrale, mais c'est devenu encore une fois un moyen d'espérer obtenir un gain rapide. C'est-à-dire d'obtenir un gain, non pas par de la création de richesse, mais en fait par un transfert. Encore une fois, celui qui achète le Bitcoin 100 000 $, il balance 100 000 $ à celui qui l'avait acheté 1 000 $. Donc, celui qui l'avait acheté 1 000 $ et qui le vend 100 000 $ fait un bénéfice important, mais il n'y a pas eu de travail derrière. Non, mais c'est comme l'or, du coup. C'est comme l'or. Ah oui, voilà, mais de toute façon, on va y venir alors. Hein, c'est comme l'or, tout à fait. Et donc le problème... c'est effectivement, est-ce qu'un système monétaire qui est un système qui est totalement déconnecté de la création de richesse est un système qui est un système viable? Alors, la réponse des gens qui ont soutenu Bitcoin, à un moment donné, quand je disais ça sur les plateaux, me disait, mais on n'est pas déconnecté de la réalité économique, puisqu'il y a la preuve par le travail. Il y a la preuve, la preuve par le fait qu'il y a de l'énergie derrière. Et puis, quand je disais cornifleurs climaticides, on me disait, mais pas du tout. On a un système de production d'électricité qui fait qu'il y a des moments où il y a des excès d'électricité. Ben voilà. Et donc, après, c'est vrai que c'est pas l'objet de ce podcast, qu'on pourrait aussi en débattre. Et d'ailleurs, on en a parlé dans un épisode précédent avec Pierre Noisa. Mais j'entends votre point, et ça, c'était initialement ce qui vous plaisait, sauf que, selon vous, il y a cette dérive du manque d'application, de création de richesse qui vous posait problème. Exactement. Pour moi, c'est devenu un mécanisme, mais l'or, c'est pareil, hein, et puis le marché de l'art, c'est pareil, et puis tous les marchés qui sont des marchés spéculatifs, c'est-à-dire, il y a une formule que je cite souvent pour ce qu'est la spéculation, c'est une histoire autour de Newton qui est quand même un génie et tout ça, et qui, au moment de la spéculation dans ce qu'on appelait la Compagnie des mers du Sud, donc il y avait tout un tas de gens qui... Et il y a quelqu'un qui vient lui proposer des actions d'une société. Et alors, il lui dit, qu'est-ce que vous faites? Et l'autre lui dit, écoutez, je ne peux pas vous le dire. Si je vous le dis, les concurrents vont faire la même chose. Et donc, la valeur de la société va s'effondrer. Donc, il faut qu'on reste mystérieux. Et à la fin, Newton s'aperçoit qu'ils ne font rien. Et donc, Newton dit, le véritable, alors il fait deux réflexions, il dit, je suis un savant, donc je peux mesurer beaucoup de choses, calculer le mouvement des planètes, résoudre des équations très élaborées, mais ce que je ne peux pas mesurer, c'est la naïveté des uns et la malhonnêteté des autres.
Et il dit la deuxième chose, il dit je ne m'engagerai plus désormais dans des opérations de nature financière que si je vois physiquement le résultat de l'argent que j'ai placé. C'est-à-dire, il dit, voilà, j'irai désormais, si j'investis dans la sidérurgie, j'irai voir le haut fourneau. Et je dirais, le haut fourneau, il est à moi, ce haut fourneau. J'associerai concrètement mon action d'épargne et mon action de placement à quelque chose de physique et de créateur de richesse. Le problème du Bitcoin, c'est qu'encore une fois, il n'y a pas derrière de création de richesse. Il y a simplement un transfert. J'entends. Alors évidemment, je ne suis pas forcément d'accord avec vous, mais j'entends ce point de vue-là. Et d'ailleurs, c'est une bonne transition, en revanche, là où théoriquement, on va être d'accord, j'espère, c'est sur le fait que Bitcoin et l'or ont quand même des caractéristiques qui sont très proches. Bon, déjà, est-ce que vous êtes d'accord avec ça ou pas du tout? Ah ben tout à fait. Ok. Tout à fait. Et simplement, je vais faire une différence. Okay. On le voit depuis 2-3 ans sur le marché de l'or, c'est-à-dire que le marché de l'or explose. Et il y a sur ce marché de l'or, de nouveau, un intervenant qui est un intervenant étatique, monopolistique, qui sont les banques centrales. C'est-à-dire qu'une des raisons pour lesquelles le cours de l'or augmente, c'est aussi parce que des banques centrales se sont mises à le perturber. Exactement. Et donc, c'est vrai que c'est récent, alors qu'il y a 10 ou 20 ans, ça n'existait pas. Et quand on voit les banques centrales qui se sont mises à acheter, alors autrefois on disait, bon, c'est l'Inde parce qu'il y a une espèce de fascination historique dans la culture indienne pour l'or, c'est bris, c'est vraiment... Et puis les Chinois parce que ça emmerde les Américains. Donc, enfin, sur les dernières années, on a vu aussi des banques centrales européennes se porter sur le marché de l'or. Et la banque polonaise est devenue un des principaux intervenants, la Banque centrale de Pologne, sur le marché de l'or. Et donc, ça perturbe. Et ça perturbe, non pas comme à l'époque où De Gaulle, parce qu'à l'époque où De Gaulle rentrait dans le lard des États-Unis, pour être un peu vulgaire, à l'époque où De Gaulle mettait en avant le fait que l'objectif, c'était justement de stabiliser un cours de l'or, de se donner... Et quand on n'arrivait pas à stabiliser ce cours de l'or, de se mettre d'accord au sein du Fonds monétaire international pour une nouvelle parité des monnaies par rapport à l'or. C'est-à-dire $35 l'once, on n'y arrive pas, on va passer à 38, puis à 42, et puis finalement, on a renoncé. Mais là, maintenant, on est dans une situation sur le marché de l'or par rapport au Bitcoin, où effectivement, c'est un marché spéculatif avec des gens qui ne devraient pas spéculer. Le rôle d'une banque centrale, ce n'est pas de spéculer. J'entends. Maintenant, moi, je vais vous challenger sur un truc. C'est, est-ce que lorsqu'on rentre dans le détail de cette comparaison Bitcoin-or, est-ce que, et ça d'ailleurs, petit clin d'œil à Yves Chouet-Fati qui avait fait une thèse d'investissement là-dessus, c'est Bitcoin, est-ce que c'est pas de l'or en mieux? Dans le sens où Bitcoin, c'est divisible. Parce qu'il faut savoir qu'un Bitcoin égale 100 millions de Satoshi. Donc c'est une forme de centime. Je ne sais pas si vous le saviez d'ailleurs. Voilà. Donc évidemment, Satoshi en référence au fondateur, à son créateur, évidemment. C'est très facilement transportable. Et c'est transporter 1 kilo d'or. Enfin, on pouvait le faire évidemment, mais ça implique un certain nombre de problèmes. Donc déjà, rien que sur ces deux dimensions-là, est-ce que Bitcoin n'est pas mieux que de l'or? Qu'en pensez-vous? Oui, sur la dimension sécable, et l'or, on peut effectivement aussi le couper, mais c'est pas pratique. Non, ce qui a effectivement été à l'origine d'ailleurs du système bancaire, c'est le fait que l'or est très lourd, enfin est très dense et difficile à transporter. Et donc, effectivement, cette idée, c'est de mettre en circulation des titres représentatif de l'or. C'était le problème de la convertibilité. La monnaie, le billet de banque n'était jamais qu'une représentation. Il était censé être as good as gold. Il était représentatif de l'or. D'ailleurs, c'était écrit sur les billets en dollars. En dollars, exactement. Ouais. As good as gold. C'est véritablement la référence. C'est-à-dire, c'est lui qui permet effectivement d'éviter tous ces inconvénients physiques liés au transport. Et donc, à partir de là, d'ailleurs, on gardait l'or dans des endroits bien déterminés. Bon. Bitcoin, son problème, c'est que on ne sait pas très bien d'où il vient. C'est-à-dire, c'est le côté mystérieux. Alors, le côté... Mais quelque part, on s'en fout d'où il vient.
Pas Oui et pourquoi, non. en fait. Quelque part, c'est son utilité aujourd'hui qui compte. Oui, j'entends bien. Mais de façon, on en revient à Newton. L'or, je le Ouais. touche, je le Oui, vois. j'entends Je- cet argument. Et derrière Bitcoin, on ne sait pas très bien. Alors on dit, mais de toute façon, euh, l'or, il n'y avait pas de faux monnayeur. C'est-à-dire, le faux monnayeur, il fait des faux billets. C'est-à-dire, mais l'or est préservé parce que l'or est très difficile à reproduire. Mmh. Et celui qui veut le reproduire n'y arrive pas. C'est l'alchimiste, il n'y arrive pas. Dans Bitcoin, il y a cette idée. Alors, le défenseur du Bitcoin dit, mais écoutez, on a une technologie qui est une technologie qui est d'une fiabilité absolument sans équivalent. Vous êtes Bah, en sûr? tout cas, depuis 15 ans, c'est vrai. Oui. Ça peut pas être démenti, ça. Non, sauf que jusqu'à ce qu'il y ait quelqu'un qui trouve le moyen de... Peut-être. Mais en tout cas, jusqu'à présent, effectivement, ça n'a que 15 ans, alors que l'or a plus de 7000 ans, je ne sais plus voilà, combien. alors que Voilà. l'or, on peut considérer qu'effectivement, l'alchimiste n'est pas arrivé à craquer le truc. Alors que là, on ne sait pas. Et donc, il y a eu des histoires. En plus, même si on n'y arrive pas, il y a quand même des gens qui vous disent, mais les Coréens du Nord ont réussi à fabriquer des faux bitcoins. Ah bon Qui a dit ça? Ah oui, il y a eu un moment donné, on expliquait que Ah, les Coréens ça- du Nord avaient ah bon réussi à rentrer dans le système, à fabriquer. Bon. Ah, ça, c'est totalement faux. ça. Oui, oui, Mais- absolument. Ok. Mais ce que je veux dire par là, c'est que la défiance est portée par le fait que derrière tout ça, il y a une technologie. Et alors, ce qu'il y a d'intéressant d'ailleurs, c'est Je comprends que vous pouviez avoir cet avis-là. Quelque part, je ne vous en veux pas de penser ça, même si je ne suis pas d'accord avec vous. Néanmoins, vous n'avez pas répondu à ma question, et je la repose volontairement. Est-ce que la divisibilité et le côté transportable facilement du Bitcoin ne rend pas Bitcoin mieux que l'or? Modulo l'argument que vous venez de dire sur le fait que, selon vous, ça repose sur rien, etc. Oui, oui. Non, oui, incontestablement, le Bitcoin, il a l'avantage. point de vue-là. De ce point de vue-là. Bon. Sur le plan purement technologique, Logique. l'or, vous le disiez, ça existe ça, depuis des voilà. milliers d'années. En fait, Ok. l'or utilisé, normé, tout ça, c'est Crésus. C'est le roi de Lydie. Donc, et ça a tellement marqué l'imagination et historique de l'humanité que Crésus est toujours connu. On est toujours riche comme Crésus. On sait toujours qu'il récupère son or dans le pactole. Et donc, voilà. Et donc, l'or est à l'image de la technologie de l'Antiquité. C'est-à-dire que même si maintenant, dans les mines d'or, on ne fonctionne pas comme on fonctionnait à l'époque au VIe siècle avant Jésus-Christ, mais il y a toujours... Là, il y a une technologie qui est incontestablement une technologie, d'ailleurs, dont on peut penser qu'elle pourrait être utilisée à autre chose qu'à fabriquer effectivement Bien sûr. un actif, Je c'est-à-dire comprends. un mécanisme de spéculation. Mais c'est toujours pareil, derrière cette technologie, il y a 15 ans, c'est rien. Donc il y a J'entends, l'inconnu. mais j'entends. Alors maintenant, et ça je reviens et je rebondis sur ce que vous disiez et ce que vous aviez déjà dit il y a un an à Surfing Bitcoin, c'est effectivement, on peut douter le fait que Bitcoin est une monnaie. Bon, j'accepte cet a priori. Néanmoins, maintenant qu'on est d'accord que Bitcoin et l'or sont proches, voire même que Bitcoin est mieux que l'or, ce qu'on vient de dire, est-ce que vous considérez, d'ailleurs, j'ai envie de dire comme beaucoup aujourd'hui de financiers et de gestionnaires d'actifs, que Bitcoin est un bon produit d'épargne sur du long terme? Alors, Et typiquement, je pense à Larry Fink, BlackRock et son ETF Bitcoin. Oui, oui. Tous ces gens-là s'aperçoivent effectivement, mais comme l'or, comme l'argent métal, s'aperçoivent que ces objets, alors qu'il n'y a pas de, encore une fois, il n'y a pas de travail. Une fois qu'on a un Bitcoin, pour créer le Bitcoin, mais une fois que le Bitcoin est là, une fois que l'once d'or est là, le lingot il est là, et puis On est d'accord, on est voilà. d'accord. À ce moment-là, effectivement, tous ces mécanismes-là sont des mécanismes de transfert de richesse. C'est-à-dire, c'est des Et mécanismes donc d'épargne, quelque part. Non, parce que dans l'épargne, l'épargne ok. est égale à l'investissement. C'est-à-dire que derrière la logique de l'épargne, derrière la logique de la création monétaire, loans make deposits, il y a l'idée que ce financement qui arrive soit de quelqu'un qui a déjà de la monnaie, ou bien qui arrive de la création de monnaie par la banque, ce financement s'adresse à quelqu'un qui va mobiliser du travail. Alors, j'entends parce que je vois que vous êtes très précis dans les définitions et je vois ce que vous voulez dire. Alors, pour vous prendre à votre propre piège, parce que là, vous m'avez piégé, finalement, l'or, quand vous achetez de l'or, c'est pas de l'épargne pour vous?
Non, Alors, c'est quoi alors? alors, pour moi, effectivement, alors Alors, c'était ça, voilà, oui, 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 vous alors, m'avez piégé. oui, oui, absolument. Alors, comptablement, on va considérer que c'est. Mais un économiste du 19e siècle aurait dit c'est la thésaurisation. C'est-à-dire, Ok. vous immobilisez une Mhm. certaine quantité de monnaie, d'épargne et tout ça, dans un produit Qui ne crée pas de richesse. qui n'aurait pas de richesse. J'entends. Et parce que derrière la richesse, il y a forcément du travail. Et donc, J'entends. quand vous avez un lingot d'or, il n'y a pas de travail, vous attendez. Et donc, vous gagnez de l'argent sur le fait qu'il y a quelqu'un qui a l'espoir qu'il va pouvoir trouver quelqu'un d'autre qui rachètera encore à plus cher. Et qu'est-ce que vous pensez aussi, je ne sais pas si c'est de cette façon-là que vous voyez les choses, mais que l'or aussi, quelque part, protège contre la perte du pouvoir d'achat des monnaies fiat. Mhm. Vous êtes d'accord avec ça? Alors, il Ou est pas, vécu, justement? à l'heure actuelle, et je pense qu'effectivement, il est vécu par l'humanité comme étant le moyen de se protéger sûr. contre la politique des banques centrales et contre. Voilà. Bon. Mais, Et donc Bitcoin par capillarité aussi. oui, sauf Quelque part. que vous avez eu des D'où périodes. mon analogie au produit d'épargne, même si j'entends ce que vous venez de dire. Vous avez néanmoins des périodes où le cours de l'or s'est effondré, Mais comme Bitcoin. comme pour le Bitcoin. Ouais. Et donc, vous avez des moments où il y a un certain nombre de gens qui, effectivement, ont vu disparaître leur épargne. Alors, pas épargne, du coup. Oui, oui, pour leur voilà, placement, leur placement. Alors que s'ils avaient véritablement épargné, c'est-à-dire s'ils avaient acheté, ils auraient pu espérer à un moment donné que la machine qui était derrière pouvait être solvable. Mais concrètement, effectivement, dans toute opération de placement, dans toute projection dans l'avenir, il y a un risque. Le risque dans une opération de ce que j'appelle épargne à l'investissement, c'est un risque industriel, création de richesse, et un risque d'erreur sur la capacité à produire quelque chose et quelque chose qui soit accepté, désiré par la population. Là, dans l'or, dans le bitcoin, dans les œuvres d'art. Donc c'est quoi? Ça reste un investissement. Enfin, dans votre jargon, ce serait pas de l'épargne, j'entends, mais du coup un investissement. Non, J'investis, ce serait quoi? Non, l'investissement, c'est Alors ce serait quoi? c'est ce que font les Ce serait entreprises. quoi les entreprises? Alors ce serait quoi? Pour moi, Voilà. c'est soit de la thésaurisation. Thésaurisation. On reste sur cette définition-là. Voilà, c'est de la thésaurisation. Ok. D'ailleurs, je suis curieux. Est-ce que maintenant vous parlez de Bitcoin dans vos cours à l'ESCP, tiens? Ou pas du tout. Est-ce que est-ce que ça y est, votre curiosité vous a poussé à en parler quand même aux étudiants? Alors, il se trouve que maintenant je suis à la retraite. Ah donc, bah oui. Ah bah oui. donc, mais je Bah leur alors, si vous étiez pas à la retraite, si vous n'étiez Oui. pas à la retraite. Oui, je leur expliquerai, effectivement. De même Ok. que je leur expliquais le rôle de l'or. Sachant que sur l'or, pendant très longtemps, et il y avait un régulateur, il y avait quelqu'un qui faisait en sorte que ça ne parte pas dans tous les sens. Soit que le cours flambe, soit que le cours s'effondre. Quand le cours s'effondrait, la Banque centrale intervenait pour acheter, pour le faire. Ok. Et donc, pour finir sur ce premier épisode, Jean-Marc, merci en tout cas pour cet échange. J'ai une question volontairement, alors c'est pas pour vous piéger, mais en tout cas pour voir votre réaction. Parce que là, on vient de dire que acheter du Bitcoin, c'était comme acheter de l'or à proprement parler. Est-ce que si vous aviez 20 ans ou 30 ans, parce qu'aujourd'hui, j'imagine que la question c'est est-ce qu'aujourd'hui, vous achèteriez du Bitcoin? Aujourd'hui? Oui, la réponse est non. Voilà, alors c'est déjà, je m'en doutais. En revanche, si vous aviez 20 ou 30 ans. Alors, si je vais Et si vous étiez un de vos étudiants? Oui. Voilà, Alors, ouais, vous voyez ce que je veux oui, dire, là. absolument. Alors. Voilà. Et vous avez quand même deux niveaux dans la question. C'est est-ce que j'en aurais acheté quand ça valait 1 euro, 10 euros Là, bon, je pense qu'effectivement, un étudiant peut se dire, mon Dieu, pourquoi pas? De toute façon, bon, on met à un bitcoin égale plus de 100 000 dollars. La question, c'est ceux qui annoncent qu'on va aller à 1 million de dollars. Mais bon. Mais c'est vrai que quand il y en avait qui annonçaient qu'on allait. D'ailleurs, à titre personnel, j'ai parié avec certaines personnes que
il n'atteindrait jamais 100 000 $. Que c'était. Ah bah oui, parce que moi j'allais dire demain, enfin même tout de suite, on parie que Bitcoin va atteindre 1 million. Si vous voulez, alors je ne sais pas quand, Ah oui. mais on peut parier Et j'ai aujourd'hui. dit, écoutez, il n'y a rien derrière. Et donc, Et bah du coup voilà, donc il vous a démenti, évidemment l'histoire vous a démenti, parce l'histoire qu'on m'a a, demandé. on a touché les fameux 100 000. On a touché les Et on 100 les a 000. même dépassés Oui, maintenant. mais encore une fois, pour moi, on en revient à la logique de Newton. C'était à quel moment est-ce qu'il y a quelqu'un qui va dire, écoutez, il y a rien derrière. À quel moment il y a quelqu'un qui va leur dire, écoutez, le roi est nu. Mais c'est Ok. la même chose pour l'or. L'or, quand Ah, l'or, ouais. écoutez, l'or tourne autour de 3 500 $ l'once. Alors pour moi, c'est intéressant parce que c'est 100 fois les 35 $ l'once Oui, de en plus, c'est vrai, c'est vrai. 1971. Ouais. Et je dis, écoutez, mais les prix, enfin, c'est au-delà de la sauvegarde du pouvoir d'achat. C'est-à-dire, les prix n'ont pas été multipliés par 100. Ou alors, il y a une déflation par rapport, si on considère que l'or est la monnaie ultime de référence, on a vécu non pas de l'inflation, mais une déflation, mais alors phénoménale sur les prix et notamment sur les salaires. Donc, la question, c'est à quel moment, effectivement, on se dit, mais ça, c'est le cas de toute spéculation. Vous savez, c'est ce que disait Maurice Allais. Maurice Allais, il disait quelle est la différence qu'il y a entre un spéculateur et un investisseur avisé. Il disait 10 minutes. L'investisseur avisé, c'est celui qui a vendu au moment où le spéculateur a acheté, c'est-à-dire au moment où ça s'est effondré. Donc la différence entre les deux, c'est 10 minutes. Ok, en tout cas, merci beaucoup Jean-Marc pour ce premier épisode. Bon, en tout cas, ce que je retiens, c'est que si vous aviez 20 ou 30 ans, vous auriez acheté du Bitcoin et on va rester sur cette note positive si vous le voulez Mais bien. pas à 100 000 $. J'aurais quand même regardé avant. Hein. Voilà. En tout cas, merci pour ce premier épisode. Et donc, nous, on se retrouve évidemment tous les dimanches pour un nouvel épisode de Surfing Bitcoin. Et on va bientôt retrouver, du coup, Jean-Marc Daniel dans un second épisode. Merci à tous.